Salut à tous et bienvenue pour le 10e épisode de Jab & Hook, votre rendez-vous hebdomadaire de la boxe sur Jab Life. Et là aujourd'hui, semaine où j'ai réuni les Avengers puisqu'on est 4. La semaine dernière, Dylan n'avait pas pu être avec nous pour débriefer Usyk et le gros week-end de boxe, BAM également. Cette semaine, il est avec nous. Et puis on s'est dit, comme il y a eu de la boxe japonaise, on ramène aussi Philippe. Et puis sur les sujets dont on va parler, il va être aussi à l'aise que nous. Comment ça va les gars? Comment ça va Dylan? En vacances? Ouais, en vacances, ça va. Bah écoute, la prochaine fois, par contre, que je suis pas là, vous ramenez pas Philippe, merci. Vous ramenez un glandu, là, comme ça, les gens se disent pas, oula, mais en fait, il est pas si fort que ça, Dylan, on va garder Philippe, hein. Donc merci la prochaine fois de ramener un tocard, merci. J'apprécierais. Ca- Caviar, comment ça va? Ça va au top, ça fait plaisir d'être avec vous. Franchement, ouais, à 4 là, j'ai dit les 4 fantastiques, mais on m'a un peu crié dessus, donc je connais pas. Je voulais dire les Dalton, c'est pas mieux. Donc bon, on va rester sur les 4 fantastiques. Et Dalton, le problème, c'est qu'on sait qui est Avril, quoi. Du coup, seul problème. J'allais dire, faut vraiment checker nos tailles pour voir qui est qui dans cet assemblage-là. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir tous les 4. Gros programme. On va commencer par un truc qui va moins concerner le sportif en boxe, mais qui va concerner la structure de la boxe avec le Ali Act qui est attaqué. Et plus que ça, donc c'est notre gros programme du jour, notre gros dossier. Puis après, on reviendra bien sûr aussi sur du sportif. On va débriefer la carte japonaise dont on vous parlait la semaine dernière avec Kenshiro. On va débriefer Xander Zayas, qui est devenu le plus jeune champion du monde de la boxe actuelle. Et cette catégorie des 154, qui est un bac à requins. Il y a tellement de match-up à faire intéressants. Et on rendra aussi un petit hommage on parlera aussi un peu de Tony Yoka qui a signé officiellement chez Queensberry. Donc gros programme, mais on commence les gars par le Ali Act et le Ali Revival Act, puisqu'ils ont eu le culot de l'appeler comme ça. Donc je vous fais un petit contexte de quelques minutes, comme ça je mets les bases pour tous ceux qui n'ont pas suivi de spectateurs, puis ensuite je vous donne la parole. Donc vous savez que le Ali Act, si vous nous suivez, notamment moi au RMC Fighter Club à l'époque, parce que j'avais fait 2 épisodes avec Baba là-dessus, Baba à qui on passe le bonjour, qui sera sur Jab Life cette semaine aussi, c'est cool. On avait fait un grand truc là-dessus, c'est en gros la loi américaine qui permet de protéger les boxeurs. C'est pour ça que les boxeurs stars notamment ont des gros contrats à ce niveau-là, puisqu'ils sont capables de savoir combien génèrent leurs événements, qui sont très protégés par là. Les titres ne peuvent pas appartenir aux promoteurs, les rankings ne peuvent pas appartenir aux promoteurs, enfin beaucoup de choses qui permettent de protéger la boxe beaucoup plus que le MMA, notamment avec le modèle UFC. Mais on va y venir à ce modèle UFC, puisqu'on a appris, alors là je vais lire mes notes, hein, m'excusez si je tourne un peu le regard, mais j'ai des notes sur mon autre ordinateur. Donc la proposition de 2 membres du Congrès américain, Brian Jack, le républicain, et la démocrate Sharice Davies, donc c'est bipartisan, mais on verra que bipartisan, en fait, c'est unipartisan vu leur pédigré. Donc, ils vont introduire une proposition de loi qui s'appelle le Ali Revival Act, donc qui n'attaque pas le Ali Act de 2000 directement, mais le Professional Boxing Safety Act de 96. C'est la première loi sur laquelle c'était basé, et qui donc introduit de nouvelles possibilités que je vais détailler. D'abord, que vous sachiez un peu, parce que ça va concerner très vite, on rentre les pieds dans le plat tout de suite. Cette loi est supportée par TKO, officiellement, c'est-à-dire qu'il l'annonce officiellement, donc TKO, le grand groupe qui détient la WWE et l'UFC, et qui va lancer son Zuffa Boxing en appui avec Turki Al-Alchik, le saoudien. Enfin voilà, tout ça se mélange pour, on vous l'avait dit, on en a déjà parlé avec Dylan et Kabir ici, lancer cette super ligue de boxe qui voulait sur le modèle UFC. Problème, c'est que comme on est aux États-Unis, avec le Ali Act, c'était pas possible de contrôler et d'avoir autant de pouvoir sur les athlètes qu'ils en ont à l'UFC. Donc ils ont tenté de contourner ça. Et donc ils sont passés par ces 2 membres du Congrès. Alors le premier membre du Congrès, comme ça on pose les bases, Brian Jack, c'est un directeur politique de Donald Trump. Donald Trump, donc lui-même très ami de Dana White, dont le beau-fils est un des meilleurs amis d'Harry Emanuel, patron de TKO aujourd'hui. Et la sénatrice Sharice Davies, c'est une ancienne combattante de MMA, on en reparlera aussi parce qu'il y a eu quelques réponses assez sympathiques à ces messages, qui a fait un partout, je crois, dans sa carrière, et qui, pour la petite anecdote, je te l'ai raconté Dylan et Kabir hier soir, en 2021, un des donateurs de campagne de Sharice Davies se nomme Dana White. Donc voilà, vous commencez à comprendre là où on va. En gros, ce Ali Revival Act, moi je l'appellerais le Ali Destruction Act ou le Harry Emanuel Act, puisque c'est le lobbying d'Harry Emanuel et de toutes ces personnes dont je viens de vous parler qui va permettre de lancer ça. On va être clair, en fait, il est destiné, je vais détailler là rapidement et vous donner la parole, mais il est destiné uniquement, si on lit bien entre les lignes de tout ça, c'est vraiment uniquement pour TKO. Enfin, c'est eux qui vont être les bénéficiaires principaux de cette chose-là. Ça ouvre la porte parce qu'on ne pouvait pas faire une loi qui donne un monopole juste à une entité. Donc, ils ont permis d'ouvrir et de dire à les autres, vous pourrez faire pareil. Mais c'est clairement
vers eux que ça s'adresse et eux qui vont en profiter. Donc, qu'est-ce qu'elle ouvre, cette loi? Elle ouvre notamment la possibilité de créer des UBO. Donc, les UBO, ce seront des nouvelles, en fait, c'est des nouvelles structures de promotion de boxe, mais qui ne seront pas concernées par tout ce qui empêchait les contrats coercitifs grâce au Ali Act. Donc, on ne détruit pas, on n'enlève pas officiellement le Ali Act, mais on crée une sous-division qui va permettre de créer des nouveaux promoteurs qui vont permettre d'avoir des contrats coercitifs, d'avoir sa propre ceinture, d'avoir ses propres rankings, et donc d'être totalement basé sur le modèle UFC. Alors, pour faire passer la salade, ils ont été malins, ils ont passé quelques petites choses qui semblent aller dans le sens des boxeurs, qui veulent même y aller dans le sens des assurances pour les boxeurs, assurance médicale, ce genre de choses. $150 minimum de paye par round disputé, ça c'est pour les petits boxeurs qui sont soit en début de carrière, soit dans des clubs shows, comme on les appelle, parce qu'il y a pour le coup, il y a des États aux États-Unis où c'est beaucoup moins, où il n'y a pas de limite sur ce genre de choses. Mais voilà, donc l'idée vraiment, c'est de permettre à TKO d'ouvrir sa ligue de boxe sans tous les contraintes du Ali Act et de pouvoir nous faire l'UFC version boxe. Les gars, j'ai été un peu long, mais il fallait poser les bases. Je vous rajouterai quelques infos au fur et à mesure. Dylan, je commence par toi, parce que je vois ta tête bouger depuis tout à l'heure. Ouais. C'est catastrophique. Alors, ça ne concerne que les États-Unis, puisqu'on sait que les autres pays ne sont pas concernés par le AIEC, mais on sait à quel point la boxe est américaine. Mais c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Ouais, ça concerne que les États-Unis, mais effectivement, la boxe, de toute façon, elle est quand même assez internationalisée. Tu fais des gros combats aux States. Là, l'idée, justement, c'est que ça fait un moment qu'on n'a plus de très gros combats aux États-Unis de façon régulière. Donc, c'est de réinstaurer ça, des combats de championnat du monde aux États-Unis et de reconquérir le marché, je pense, qui est un peu parti en Arabie Saoudite et en Angleterre. Sauf que, alors, comme tu disais, ils détruisent pas le Ali Act. En fait, ils mettent un amendement en plus. Et donc, ils s'en sont défendus en disant oui, mais les boxeurs ont la possibilité de choisir. Ça, c'est mais alors vraiment d'une couardise sans nom. Parce que oui, non, les boxeurs n'auront pas la possibilité de choisir à la fin, on sait comment ça marche. Tu es obligé de suivre l'argent, tu es obligé d'aller là où on te propose des contrats. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, je voudrais rebondir sur effectivement, ça a été écrit pour TKO. Ça a été aussi écrit pour Turquie. Qui a beau avoir mis beaucoup d'oseille sur les combats là, parce que de toute façon, des mecs comme Fury, comme Usyk, comme Joshua et tout, ils auraient pas accepté moins. C'est des boxeurs de l'ancienne génération, donc eux, ils auraient pas accepté des petits contrats, ou ils auraient pas accepté que le promoteur soit aussi le détenteur de la ceinture et tout, parce que c'est des mecs de l'ancienne génération. Donc Turquie, il a mis beaucoup d'oseille, mais c'était un plan assez intelligent, puisqu'il a racheté The Ring, on rappelle, The Ring Magazine. En rachetant The Ring Magazine, on s'était tous un peu demandé à l'époque, je pense, et on avait fait l'émission avec Kabir, pourquoi il rachetait The Ring Magazine. On trouvait ça assez chelou, surtout qu'il n'a pas racheté au nom de la Riyadh Season, il a racheté en nom propre. Ça, on rappelle, ça a son importance aussi. Il a racheté vraiment, ça appartient à Turquie, ça appartient pas à la Riyadh Season. Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de cartes The Ring qui ont rien à voir avec la Riyadh Season, et qui sont intitulées The Ring d'ailleurs. Et en fait, il n'a pas racheté The Ring Magazine, il a racheté la ceinture The Ring. Donc il a racheté la ceinture la plus importante de la boxe, je pense qu'on est tous les quatre d'accord là-dessus, la ceinture qui désigne le champion linéaire, donc vraiment la ceinture de The Man Who Beat the Man. Et cette ceinture maintenant, alors elle a toujours appartenu à un organisme privé, entre guillemets, puisqu'elle appartenait à The Ring Magazine, mais c'était un panel d'experts. J'avais fait un documentaire sur l'histoire de la boxe et du coup j'avais beaucoup taffé sur la ceinture The Ring. Elle a quand même relativement toujours suivi le champion linéaire. Il n'y a jamais eu trop de trucs bizarres avec la ceinture The Ring comme il y a pu avoir avec les ceintures alphabet. Et donc Turquie a racheté la ceinture The Ring et là on apprend que maintenant il va pouvoir faire sa Super League en toute impunité, entre guillemets, et que la ceinture The Ring en fait va être détenue par un promoteur. Et ça c'est extrêmement compliqué. Ça change plus de 100 ans d'histoire de la boxe, puisque c'est les années 20. Donc ça fait, ça révolutionne la boxe dans le mauvais sens du terme, je trouve. Et après, il y a tout le reste, évidemment, mais je vais laisser la parole à mes compères. Mais ça, moi, c'était le truc où Turquie, du coup, il est arrivé, il a mis beaucoup d'oseille, mais c'était quand même un coup d'État. Quand il s'est associé avec Dana White, on s'en doutait un peu. Mais c'était un coup d'État beaucoup plus violent et beaucoup plus intelligent que ce que je pensais, j'avoue. Et le fait que maintenant il déteigne la ceinture The Ring, moi voilà. Mais c'est la ceinture qui met en avant dans tous ces events, hein, d'ailleurs. Regarde l'événement Canelo Crawford, ils ont mis la ceinture The Ring. C'est Dana White qui portait la ceinture The Ring, alors qu'il y a les 4 ceintures, les 5 même, puisqu'il y a l'IBO en plus. Il y a les 5 ceintures qui sont remises en jeu, tu vois. Donc ouais, ça me fait un peu peur pour l'avenir de la boxe, ça, que la ceinture la plus importante de la boxe soit détenue par un mec qui s'y connaît pas tant que ça en boxe, malgré ce qu'il a bien voulu dire en plus, et qui aime pas tant que ça la boxe, et qui a juste énormément d'oseille, et qui est un bonafide bank account, quoi.
Philippe. Ouais, bah, vous avez raison sur ce que vous avez dit. Moi, il y a 3 points, je voulais éclairer. D'abord, d'un point de vue géographique, c'est une loi américaine, comme vous l'avez dit. Cependant, donc par exemple, c'est un combat, se passe en Arabie Saoudite, il n'est pas régulé par le Al Hiag, tout ça. Cependant, si on prend le cas de Crawford, qui est un boxeur américain avec un promoteur américain, si l'événement dans lequel il participe n'est pas régi par ça, ses relations avec son promoteur ou son manager dépendent quand même beaucoup de ce Ali Act ou du changement du Ali Act. Donc c'est quand même, et comme TKO est une organisation américaine, c'est quand même présent sans être présent directement. Donc c'est vraiment très fourbe également. Juste pour rappel, pour revenir sur le Ali Act qui date de 2000, après la proposition de 96, on va dire simplement le Ali Act, il a un peu causé parce que Don King, c'était un cinglé. Et donc en gros, c'est pour protéger les boxeurs, on va dire simplement, d'un promoteur méga emblématique et mais controversé. Pour qu'il y ait par exemple des contrats à vie ou indéterminés avec des boxeurs, donc ils se retrouvent une sorte de prison si les relations avec lui ne s'entendent pas ou qu'il y a des conflits d'intérêts. Également, par exemple, enfin, pas oublier, il a quand même dû payer 14 millions de dollars à Mike Tyson. Tu vois, c'est quand même des genres de choses pour des contrats non respectés, fraude et vol, je crois que c'était à l'époque. Et donc, bref, pour éviter d'avoir des poisons comme Don King, il y a eu cette loi qui a été appliquée, qui était déjà un premier pas en avant. Et ben maintenant, on a la même chose, sauf qu'il y a Turquie, puis il y a Dana White. Donc, du coup, le premier boxeur ou groupe de boxeurs qui aura un conflit d'intérêt avec eux, que ce soit par rapport au salaire ou par rapport à l'argent qu'ils se font sur leur dos ou par rapport à la compétition qu'on lui propose, se retrouveront, pour faire une comparaison assez simple, comme au One Championship, où si le moindre combattant de Muay Thai a un problème avec Chatri, et ben, il se retrouve bloqué par son contrat et il ne combat pas pendant 2 3 ans. Et ben, au bout d'un moment, tu as besoin de ton salaire, donc tu finis par te mettre à genoux devant tes boss, quoi. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème qu'il y avait aussi, c'est, pour moi, le plus important, c'est le problème de la concurrence loyale, déloyale et de la compétition. Donc, une fois que TKO, ils auraient mis en place leur UBO, là, par exemple, et ben, ils n'ont pas à justifier qui est premier du classement, comme les rankings à l'UFC, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'excuse que c'est la presse qui choisit qui est numéro 1, numéro 2. Mais donc, par exemple, Terence Crawford pourrait affronter, je sais pas, Jake Paul, nanana, et un titre juste parce que bah, voilà, ça va rapporter de l'argent. Alors qu'à côté de ça, tu as des mecs qui grindent et qui sont classés en WBA, WBC, tout ce que tu veux. Leurs classements, ils sont pas toujours parfaits, mais au moins, il y a une logique, il y a une loi et il y a un certain respect du niveau de compétition que tu affrontes. Et donc là, c'est la voie à, bah, juste voilà, à la popularité et encore à la préférence. Donc il n'y a plus du tout de défense pour les boxeurs que le meilleur affronte le meilleur. Ça, c'est un gros, gros, gros problème pour moi. Ouais. Caviar. Ouais, bien sûr, bah, en phase avec tout ce que vous dites, mais pour rajouter sur le dernier point de Philippe, c'est la compétitivité entre les combattants et c'est vraiment le focus sur les combattants qui sont les plus lésés finalement par cet acte-là, sous prétexte qu'on va les protéger, qu'on va leur donner une rémunération minimale. Au contraire, on va leur donner une rémunération qui va être quand même beaucoup plus basse pour les meilleurs que ce qui existe actuellement. Et comme tu le disais, Dylan, les anciens, ils refuseront ce genre d'acte, mais ils sont sur la fin. Et les nouveaux qui veulent justement grind, va leur mettre une carotte devant et puis ils vont devoir faire des pieds et des mains, sachant qu'on n'oublie pas hein, que Turquie, il aime pas quand tu boxes propre, il préfère que tu boxes comme Tom et Jerry, tu vois. Enfin, il aime pas quand tu boxes comme Tom et Jerry, justement. Et des petits points comme ça où on se rend compte que le fait que TKO soit aussi rentré dans l'association avec Turquie, ça peut être que négatif pour les combattants. Il faut savoir qu'à l'UFC, tu fais une moyenne à peu près de la rémunération des combattants par rapport aux gains et aux bénéfices qu'ils font dans les événements, c'est 17%. Là où dans la majorité des sports, on est aux alentours des 50%. Donc, alors qu'en boxe, déjà, on n'a pas forcément ce taux de 50%, mais ce que je veux dire, c'est que on va réduire et arriver à la baisse, et à la fin, on arrivera sur un modèle typique de l'UFC où, d'un point de vue financier, les combattants seront lésés. Et d'un point de vue compétitif, comme tu le dis, en fait, on sera avec un modèle à la Don King où tu fais signer un combattant, tu lui dis, bon, dans 5 combats, je te promets la ceinture. Et en fait, c'est pas normal. C'est pas normal que dans 5 combats, peu importe ce que tu fasses, tu la ceinture. On commence déjà à le voir, hein, notamment avec des combats où on voit par exemple, bam, il a un combat de booké, on sait déjà qu'il a 2 ou 3 combats qui sont bookés. Donc, déjà, on commence à le voir même avec les organisations alphabet. Là, avec la ceinture The Ring et le fait que Turquie commence à mettre les mains dedans, on pourrait arriver sur un modèle où bah, les plus lésés seront les combattants d'un point de vue financier, d'un point de vue carrière et même d'un point de vue santé, parce qu'on parle d'une assurance, mais avec un type qui privilégie le KO, qui veut mettre des primes au KO, des types Performance of the Night, KO of the Night. On n'est pas certain que l'intégrité des combattants sera préservée et on sait que ben, les petits jeunes qui voudront faire sensation, ils vont tenter tout pour le tout et bah, se blesser ou en tout cas aller à la guerre pour pas grand-chose, alors que la boxe, ça reste avant tout un noble art. Kabir,
T'es trop vache. Attends, ils auront 150 $ minimum par round quand même, c'est bien. Ça fait Mouler Ketman. Philippe, tu voulais reprendre la parole. Ouais, juste sur un truc, c'est est-ce que du coup, par exemple, les fédérations, pas les fédérations, mais les commissions athlétiques, il y a un impact avec ça? Est-ce que par exemple, ils peuvent choisir les juges ou pas? Parce que par exemple, dans le King, il y avait carrément une époque où c'est lui qui choisissait les juges des combats. Non, il me Euh, semble quelque chose qu'ils qu'on vont a- travailler. Ils devront travailler avec les commissions, sauf que la grande association des commissions, l'ABC, donc a annoncé déjà, puisqu'ils avaient accès à la loi avant qu'elle soit promulguée. La loi, vous pouvez la trouver sur sur le site internet du congressman républicain. Il y a les 21 pages de la proposition. Tout le monde peut aller la consulter, donc n'hésitez pas si vous voulez y aller. En effet, ils étaient au courant, l'ABC. Ils ont dit que leur board était unanime à dire. La petite, je vais vous en distiller plein des infos là au fur et à mesure des minutes. Le petit truc sympa, ils ont un athlète committee à l'ABC. Donc dans cette grande commission des commissions, il y a un comité des athlètes qui avait été mis en place par notamment l'avocat canadien Eric McCracken qui fait un boulot extraordinaire sur ce sujet-là. Allez le suivre aussi sur les réseaux. Eh ben vous savez quoi? Il n'a pas été consulté, le comité des athlètes. Donc pour toucher la loi qui va toucher les athlètes, il n'a pas été consulté. Ils n'ont rien à faire. Quelques petits points donc intéressants pour ces UBO, ces Unified Boxing Organization. Donc il y a des critères pour pouvoir ouvrir son UBO. Notamment, il faut donc pouvoir fournir des minimums médicaux, des tests HIV, des choses comme ça à ces athlètes, ce qui est positif. Ils mettent du positif pour te cacher le grand négatif derrière. Il faut aussi deux choses. Il faut aussi un programme antidopage interne. Bon, déjà, LOL, mais bon, c'est la boxe, on va pas non plus s'étouffer parce que c'est la boxe et l'antidopage. Qui c'est qui a déjà un programme antidopage interne? Bonjour l'UFC. Il faut aussi un Performance Institute interne pour que des athlètes y aient accès. Qui a un Performance Institute interne? Bonjour l'UFC. T'es absolument écrit pour que ce soit Dana White, TKO et leur petite bande là qui puissent sortir de ça. Parce qu'en fait, quel promoteur va avoir les moyens de faire tout ça pour Exactement. créer son UPO? Qui va pouvoir créer tout ça? Mais d'accord. Eh ben, ils seront un petit peu seuls. Ils seront un petit peu seuls, ces cocos. Et il y a beaucoup de points intéressants sur ça. Par exemple, Monsieur Dana White, il y a quand même des interviews où il parle aux athlètes de l'UFC qui voulaient créer. Tu te rappelles, vous vous rappelez, les gars, il y avait un moment où certains voulaient créer un syndicat, ce qui n'existe pas dans le MMA. Et il leur dit, texto dans la vidéo, moi, ce que je dis à mes athlètes, c'est ne demandez pas d'aide au gouvernement. Le gouvernement ne doit pas rentrer dans vos business. Donc le mec qui fait payer des fees au pays du monde entier pour accueillir l'UFC et qui fait du lobbying avec l'entourage de Trump pour faire sauter le Aliac d'un moyen détourné, dit à ses athlètes que le gouvernement ne doit pas rentrer dans vos business. Ah, il a Bono quand ça l'arrange. Le foutage de gueule, alors on va être clair, hein, le foutage de gueule, il est incroyable, les gars. Après, je pense que personne découvre que Dana White est quand même je vais rester poli, un méchant monsieur. J'espère que personne découvre que Dana White, il est rigolo en conférence de presse parce qu'il y a ses punchlines, parce que il envoie au latte les journalistes, parce que machin. Mais Dana White est un businessman. C'est l'incarnation du businessman américain dans ce qu'il y a de pire en fait. Dans le capitalisme outrancier et dans le revenu en utilisant des vies humaines. Le principe, parce que ça on n'en parle pas assez, mais là du coup c'est bien parce que ça va arriver en boxe, donc c'est l'occasion d'ouvrir peut-être ce sujet aussi. Le principe des performances of the night, des KO of the night et tout, je suis désolé, c'est un scandale ça. On en parlait la dernière fois avec le côté Tom et Jerry, mais obliger des gonzes, parce que c'est pareil, hein, Dana White il vient de la boxe, non, Dana White il a été prof de boxe pour des nanas de 40 ans en surpoids, il leur a tenu les pattes, donc tranquille, il vient pas de la boxe, il est jamais monté dans un ring. Quand t'es jamais monté dans un ring, que tu sais même pas ce que ça peut représenter de prendre des coups dans la tronche et ce que ça implique avant, pendant et après, je trouve ça très difficile de dire on va donner de l'argent à celui qui prendra le plus de risques. Tu vois, les mecs comme Geji, comme Poirier et tout, c'est ceux qui prennent le plus de bonus, mais en même temps, t'avais le nombre de coups qu'ils prennent dans la tronche. Enfin, c'est Faut pas les viable. voir à 50 ans, c'est des Voilà, faut les voir à exactement. 50 ans. Et ça, Dana, il s'en fout. Lui, il veut juste faire du fric. Et il sait que s'il met en place ce truc de performance et de KO of the Night, il sait qu'il va faire du fric parce que plus de spectacles. En plus, Dana White, c'est aussi le mec du slap fighting. Enfin, je suis désolé, mais c'est du power slap, tu vois. Donc, moi, que le mec du power slap, au-delà même du mec de l'UFC, débarque dans la boxe et commence à avoir potentiellement le monopole sur la ceinture The Ring et sur toutes les futures pépites qui vont sortir parce que oui, des UBO, il va pas y en avoir 40. Hein. Je pense effectivement, ça va falloir qu'on se le dise aussi. Hein, à part TKO, qui a les moyens de mettre en place un truc aussi. Il y a déjà les Performance Institute, il y a déjà les programmes, comme tu dis, Alex. Il y a plus qu'à en fait. Hein. Il y a plus qu'à mettre une nouvelle écriteau sur la déventure. Hein. Parenthèse
Parenthèse, Dylan, quand elle sera, donc elle devrait être mise au Congrès à l'automne, puisque le Congrès est en vacances, c'est 30 jours derrière. Derrière, en 30 jours, ils peuvent ouvrir ça. Ils sont déjà rodés, en fait. Ils sont déjà rodés. C'est Tout est prêt. C'est d'après. T'es prêt depuis bien longtemps. S'il a fait le don de campagne en 2021 à la représentante démocrate, c'est que tout est écrit depuis des années, les gars. Ça fait longtemps qu'il est en boxe. On l'avait vu venir avec cette nouvelle ceinture-là. On en avait parlé avec Dylan il y a quelques mois maintenant, en expliquant qu'on allait peut-être tendre vers un modèle UFC, mais ils étaient venus avec une ceinture toute faite, comme Oui. il avait fait notamment, je pense, au combat Beterbiev Bivol avec des ceintures toutes moches. Au début, on le voyait limite comme une blague et on se disait, bon, ça passera pas, parce que la loi protège. Mais quand on se rend compte que Turquie, via l'intermédiaire de Dana White, a réussi à avoir des ramifications et une influence sur le système politique américain, on voit que derrière, il est allé de manière beaucoup plus directe vers ce qu'il voulait, à savoir avoir une organisation unique à travers laquelle il aurait le contrôle finalement des meilleurs combattants et où il instaurait une sorte de monopole. Et donc là, ça devient de plus en plus dangereux et on l'avait vu venir, mais pas aussi vite, quoi. Et le grand public, il l'a pas vu venir. Il a juste été trompé parce que qu'est-ce qu'on entend depuis 3 ans? On a enfin les fights. C'est trop bien avec Turquie. On a enfin les fights. Mais ils n'ont pas vu du tout ce qui se passait dans les coulisses, tu vois. Ah oui, on a les fights. Philippe, vas-y. Et justement, c'est ce qui est le plus vicieux dans toute cette histoire, c'est que tout à l'heure, j'ai comparé Dana White et Turquie à Don King. Don King, c'était une personne publique très présente, mais bon, tout le monde savait que c'était une enflure. C'était juste qu'il avait pris d'emprise la boxe et qu'il était présent, on ne pouvait pas le dégager tout simplement. Le problème avec Dana White, c'est que les fans l'adorent. Ouais, voilà. C'est bon. Que les gens sont persuadés que tout ce qu'il fait est pour le bien du MMA ou pour le bien de tout. Vous le savez aussi bien que moi sur les réseaux, les gens sont plus fans de l'UFC ou de Dana White que des combattants. Tout à l'heure, vous avez mentionné Gaethje, Poirier, Holloway, tout ce que vous voulez. Comme le MMA est quand même relativement jeune en France, mais également quand même comparé à la boxe ou à d'autres sports, on ne voit pas Holloway à 55 ans. Ok, vous voyez Chuck Liddell coquet ou un peu ou à punchy. Regarde BJ. Vous voyez pas la tête qu'aura Gaethje, Poirier, Holloway dans 20-30 ans, quand les conséquences de leur carrière magnifique, pleine de sacrifices, arrivera. Donc pour l'instant, Dana White, il peut toujours jouer sur cette image de « Ah, ces mecs-là, ils se battent comme des lopettes, nanana. Moi, je suis un badass et tout. » Donc vendre cette image du on va à la guerre tout le temps », pourquoi? Pour 50 000 $ en plus? Et donc de mettre ça en boxe, les gens vont complètement accepter que ça marche en boxe, parce qu'ils vont dire ça fonctionne à l'UFC. Alors que ce système est méprisable à tout prix. Ouais. Très bien. Et pour prendre justement ce système de bonus, c'est bien qu'avec grâce à ton fond, Pipa, tu le vois aussi au One, que ça lisse aussi totalement le niveau et c'est une fausse compétition à terme, puisque avec ces KO of the Night, tout le monde boxe comme des dératés pour s'allumer la tête. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience de pouvoir m'entraîner en Thaïlande et aller m'entraîner avec des combattants du One. Et en fait, tu vois, à la base, tout le monde avait un style. Il y en avait qui étaient bons avec les jambes, il y en avait qui étaient bons en anglaise, d'autres qui étaient bons en corps à corps. Et maintenant, ils veulent tous faire que de l'anglaise dure parce que tu as des petits gants et que le KO, ça vient plus facilement avec des petits gants. Et donc, on se retrouve avec des shows où toutes les semaines, tu as 5, 6 sur 12 combats au One, tu peux avoir 5-6 KO minimum. Et donc, tu vois, tout le monde est content. On offre 10 000 €, même pas l'équivalent de 10 000 € pour un KO. C'est ridicule. Et si on fait ça pour la boxe, en fait, finalement, on aura des cas où les combats seraient assez lisses et au final, le niveau de compétition serait très, très, très bas. Tu vas respecter le fond de Philippe Kabir. C'est Inoue contre Junto, ce fond. Mais oui, mon ami, c'est The Mega Fight de 2026, c'est celui-là. On pourrait se dire que, tu vois, ça irait, puisque je l'ai dit, ils sont malins, tu vois, ils vont pas faire une loi en disant c'est juste pour que l'UFC monte ça au truc de boxe, donc c'est ouvert à tous. Mais tu pourrais te dire qu'à un moment, s'il y a que qu'ils le font, il y aura peut-être, tu vois, les côtés antitrust aux États-Unis, on l'a vu, il y a eu un procès contre l'UFC pourrait se réveiller. Mais la structure politique américaine est pas du tout favorable à ça en ce moment. Elle est plutôt de leur côté et même très fort. Et en fait, on va être clair, c'est le timing parfait. Il n'y a plus de boxe aux États-Unis sur les chaînes de télé. C'était la dernière ESPN, on va parler Xander Zayas, c'était la fin. Depuis 1940, je crois, c'est la première fois que ça arrive. Tout le monde s'en fout de la boxe aujourd'hui aux États-Unis. Donc ils sont tranquilles, les mecs. Ils vont pouvoir faire leur business tout seuls. Et vous le disiez, TKO, c'est toi qui le disais, Dylan. Ils ont évoqué le truc en disant, Dana, c'est pour avoir plus de choix. Mais alors, qu'est-ce qui t'empêchait dans ta loi de mettre des contrats non exclusifs? Pourquoi tu me mets des contrats exclusifs puisque c'est pour avoir le choix? Et pourquoi? Puisque il y a une des arguments aussi, c'est de dire que le Ali Act, de toute façon, c'est dépassé. Il y a beaucoup de flow dans le Ali Act. Alors pourquoi créer une loi qui empêche le Ali Act si le Ali Act il a plus d'impact, si c'est pas très grave en fait? C'est un grand n'importe quoi, vraiment, les gars. Aldric a dit dans un épisode il y a pas longtemps
Si tu es à l'UFC, si tu signes ton contrat à l'UFC, tu es engagé à vie. Si tu fais pas tes combats, tu es engagé à vie. Tu as 70 ans, t'as pas fait ton dernier combat, tu es engagé à l'UFC. Tu peux rien faire. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire avec la boxe. Et c'est un système qui est quand même. Alors peut-être que les gens qui regardent se disent oui, mais moi je m'en fous, j'ai mes fights, j'ai le meilleur qui combat le meilleur. Bon, déjà, c'est plus trop vrai à l'UFC en plus, Ouais. c'est quelque temps. Mais on veut voir les gros fights, on veut machin et tout. Mais je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça implique humainement, enfin, d'avoir une emprise pareille sur quelqu'un. Enfin, c'est comme si là, demain, ton entreprise avait un contrat à vie et que tu pouvais jamais démissionner, partir travailler ailleurs et tout, tant que t'as pas fait, je sais pas, tes 45 ans dans ta boîte, tu vois. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est Et fou. précision qui est importante, parce que c'est ça qui leur permet à ça l'UFC. Dans le Nevada, puisque chaque État a ses lois aux États-Unis, il n'y a pas de limite sur un contrat promotionnel. Exactement. Ça peut être ad vitam aeternam. Il y a des États où il n'y en a pas au Nevada. Et bien sûr que Zuffa Boxing sera basé au Nevada. Mais oui, Ouais. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Et des rappels, parce que dans le procès antitrust qu'il y a eu contre l'UFC, pour expliquer concrètement ce que c'est que ce truc-là, on avait par exemple des extraits de mails de Joe Silva, l'ancien matchmaker de l'UFC, qui parle de Fitch avant son title shot et qui dit « Vous inquiétez pas, je le faire signer pour lui donner son title shot, je le faire signer pour que je puisse le time up. Pour que je puisse, en gros, c'est bon. On l'a pour nous pour très longtemps. Si tu regardes même la moyenne des combats qui restent dans les contrats aux mecs à l'UFC, c'était aussi dans ce procès-là. Plus tu vas haut dans le ranking, à commencer par les champions, plus ils sont liés longtemps à l'UFC. C'est un système coercitif de malade. Philippe, tu voulais reprendre la parole. Tu avais également ce truc-là que les matchmakers mettaient une pression d'enfer aux combattants, ou alors la classique UFC. Je sais plus, attends, faut que tu me donnes un exemple. Je crois que c'était Ned Diaz contre Tyron Woodley qui était en gros. Ned Diaz n'était pas intéressé, on voulait plus d'argent. Directement, Dana White qui dit c'est ce mec-là, il veut jamais combattre. Tu vois, c'était l'utilisation médiatique pour évidemment ressembler l'opinion publique contre les combattants. Je vais prendre en exemple un de mes combattants préférés, toute l'histoire des sports de combat, Mark Hunt, qui du coup était pendant une époque le chouchou un peu de Dana White dans les poids lourds, parce que ça met des gros KO, il l'aimait bien, bref, histoire de fou, tout ce que tu veux. Et lorsqu'il a eu son problème avec Brock Lesnar, avec le test de dopage et tout, qu'il est parti tout seul, courageux comme il est, affronter l'UFC, je te mets au défi de demander à 100 personnes random, fans de MMA, est-ce que tu penses que Mark Hunt, il a raison de faire ça, ou est-ce que, mon Dieu, il attaque l'UFC? Je te garantis qu'il y a 95% des gens qui vont dire fuck Mark Hunt. Évidemment, c'est l'UFC, il est en train de cracher sur les gens qui l'ont payé. Ce genre de relation va exister de plus en plus dans la boxe avec ce genre de choses. Dylan, tu voulais reprendre? Même avec John Jones et Ngannou, qui est beaucoup plus récent du coup. Mais en fait, le fait de changer en permanence le narratif comme ça, parce que les promoteurs, ils le font en boxe. Les Eddie Hearn, les Frank Warren. Frank Warren, il a passé 1 an et demi à nous dire que Dubois devrait être champion du monde parce que c'était pas un low blow sur Usyk et tout. Donc c'est pas, ça existe. Mais la différence, c'est qu'ils détiennent pas les ceintures. En fait, la différence, elle est là. C'est que c'est pas eux qui, à la fin, sont décisionnaires. Parce que Dana White, effectivement, ce que disait Philippe tout à l'heure, oui, mais les rankings, ils sont faits par la presse et tout. On se rappelle de l'épisode du RMC Fighter Club où justement Alex t'avait expliqué quelle presse faisait les rankings, où tu as des magazines automoto de Lituanie qui n'ont pas publié depuis 22 ans. Enfin, c'est quand même très particulier. Le fait de détenir la ceinture, d'être le décisionnaire final, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, il y a un board, il y a tout ce que tu veux, c'est Dana White qui décide à la fin, avec Hunter peut-être, mais voilà. Si tu as la force de changer le narratif, et de changer l'opinion publique à chacune de tes prises de parole sur des fighters, c'est hyper dangereux. Parce que vraiment, on rappelle que John Jones, il y a 3 ans, il évitait Ngannou. Et on rappelle qu'aujourd'hui, c'est Ngannou qui est parti parce qu'il avait peur de John Jones, que John Jones, c'est le GOAT, que c'est le plus grand de tous les temps. Bon, là, ça s'est peut-être, il s'est peut-être un peu calmé avec la dernière sortie de John Jones, du coup. Mais enfin, tu vois, et il sera certainement en main event de la carte White House et tout. Enfin, je veux dire, en fait, il change le narratif comme il veut, Dana White. Et encore une fois, quand lui il détient la ceinture, il détient le pognon, il détient les fighters. Littéralement, parce qu'on disait, ils peuvent être liés à vie contractuellement à TKO. Donc, je pense qu'il y a je pense qu'on est à l'aube d'un truc qui est vraiment pas cool pour la boxe et pour la future génération de boxeurs. Celle qui est en train d'émerger, en fait. On va parler de Xander Zayas tout à l'heure, mais cette génération-là, attention quand même. Hein. Et tu sais, dans le procès antitrust de l'UFC, une des réponses de l'UFC à leur accusation de monopole et de monopsone, c'était « mais on n'a pas de monopole, on est juste meilleur que les autres pour promouvoir nos combats et on est juste des génies de la promotion ». Et pourquoi ça fait 10 ans que t'es pas venu dans la boxe alors que tu voulais, si t'es un génie de la promotion? Pourquoi t'es pas venu sauver ce sport qui est en décadence et montrer ton génie? Pourquoi il a fallu que tu fasses un amendement à Aliac pour le faire? Parce que t'es pas un génie. Tu as juste mis des trucs coercitifs et tu as juste mis un plan en place pour avoir un contrôle absolu
est totale sur ce qui s'est passé. Vous savez où ils ont poussé le cynisme, les gars? Ça, je l'ai trouvé ce matin. Ils ont eu l'appui, TKO a obtenu l'appui pour cette loi de la veuve de Mohamed Ali. Loni Ali, ouais, j'ai lu passer la news. Ah, moi, je savais pas. Ouais. C'est d'une violence. C'est absolument Bah, incroyable. l'argent seulement. Et tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs de Easy Earn, de Matchroom, de Queensberry. En fait, eux, là, ils sont en train de prendre des pépettes, donc ils disent pas grand-chose, mais aussi ils se feront bouffer, un peu comme quand l'UFC a bouffé toutes les autres petites organisations. On se retrouvera finalement avec, pareil, hein, tu parlais d'une réécriture de l'histoire ou regardez la manière dont l'UFC élude le problème Emelianenko en faisant croire aux nouveaux venus que Emelianenko n'a jamais voulu vraiment combattre à l'UFC, que le reste, c'était pas vraiment lui, le GOAT, etc. En fait, ils vont commencer à tout réécrire et à tout remixer et à faire croire, en fonction des tendances et des besoins marketing du moment, qu'un tel est le meilleur, que l'autre évite l'autre et que finalement l'autre est une fraude, avec tout le phrasé bien caractéristique de Dana White en plus. Donc, Non, le GOAT, c'est Stipe. Et je peux te jurer qu'il y a plein de gars, du coup, qui sont pas assez éduqués en MMA et tout, qui diront que le GOAT des poids lourds, c'est Stipe. Pas le GOAT déjà, mais c'est même pas le GOAT de l'UFC, des poids lourds, mais bisous Ken Velasquez. Mais tu vois, non, mais t'as raison de prendre cet exemple-là, en fait. Parce que du coup, il peut réécrire le narratif autant qu'il veut. Et le problème, c'est qu'il y a des nouveaux fans tous les jours dans tous ces sports-là, tu vois ce que je veux dire? c'est pas plus mal, hein, Nouvelle génération. Non, ça, c'est pas un problème. Mais du coup, si t'arrives en cours de route, que t'es pas éduqué, que je sais pas, ça vient pas, moi, je sais pas, t'es daron ou ton grand frère ou je sais pas quoi, qu'il a pas le temps de t'éduquer, et du coup, t'arrives, tu te prends dans la gueule, quoi. Tu vois, tu t'arrives, tu prends tout ce qu'il te dit, je prends dans la tronche. Je repense à vos débats sur Twitter, justement, avec des mecs qui disent non, mais lui, c'est le GOAT, lui, c'est le GOAT. Et en fait, c'est. Ah ouais, que genre, tu vas non, là, tu n'es pas si. On s'amuse un peu l'après-midi, Kabir. Philippe, tu voulais rajouter avant que je reprenne la parole? Ouais, dans le côté réécriture de l'histoire, un petit peu, il y a ce côté-là où il y avait une génération de fans à une époque, disons les gens qui ont commencé à suivre le MMA, je sais pas, disons quand Conor est arrivé à peu près, 2012-2013, qui découvrent le MMA par une star mondiale, très bien, mais qui s'éduquent eux-mêmes, notamment grâce à UFC Fight Pass, qui était un truc génial pour au moins regarder le Pride, tout ce que tu veux, découvrir le sport, les règles, toute l'histoire et tout, respecter les ceintures, tout ça. Et les nouvelles générations, malheureusement, de par également la politique de représentation de médias de l'UFC, arrivent et pensent que tout ce qui date d'il y a 7-8 ans est déjà obsolète. Là, on parle en boxe d'un sport qui a plus de 100 ans qui est même. Alors, il y a déjà cette idée que Harry Greb, Henry Armstrong, c'est des mecs qui valent rien et tout ce que tu veux et tout. Mais c'est-à-dire que là, on va arriver à un point où il y aura cette nouvelle boxe, comme disait Kabir, probablement mise en avant pour le chaos ou les dégâts, et qu'on te dira tout ce qui était avant le changement d'Ali Act ou de la création de TKO qui sauve la boxe, c'est de l'histoire ancienne, c'est plus le même sport. C'est ça. C'est exactement ça le problème. Pernell Whitaker, mais non, il a pas beaucoup de KO, il est pas si chaud que ça, en vrai, ton gars. Il va dire tu pourras entendre des trucs comme ça dans quelques. Il y a Floyd. Il va y avoir une réécriture de Floyd obligatoirement. Et on peut considérer que c'est du mal, que c'est du génie du mal, mais il faut pas sous-estimer ces mecs-là, parce que ce qu'ils nous ont prouvé en faisant ce qu'ils viennent de faire, et qui était préparé, on l'a dit, depuis longtemps, ils sont très très forts là-dessus. Mike Coppinger de The Ring, et je comprends, son employeur, c'est Turki Al-Alchik. Chris Mannix de Sports Illustrated. Brett Okamoto de ESPN. Michael McCann de Sportico. Ils ont tous fait, là, ces derniers jours, des articles pour mettre en avant ce truc et dire combien c'était bien de faire passer ce truc-là. Tu as l'impression qu'on leur a envoyé des feuilles et qu'on leur a dit exactement qu'est-ce qu'il faut dire. Avec la mise en avant du on paye mieux, il y a des États où c'était moins de 150 $ par round pour les petits boxeurs. Il y en a que 6, hein, surtout les États américains où c'était moins de 150. 6 seulement. Alors c'est toujours bien pour eux, hein, c'est toujours mieux pour eux. Mais ils sont en train de déguiser tout ça. Et pour le grand public, qui n'est pas comme nous, les gars, qui ne sont pas des fous furieux qui aimons la boxe à ce point-là et qui suivons tout ça. Mais ça va passer, c'est du génie. Ça va passer tout seul. Ça va passer crème. Le lobbying, c'est quand même très fort aux États-Unis. Enfin, vraiment, déjà en France, on a quand même on commence à avoir une grosse culture du lobbying, mais aux States, c'est un délire. Et là, c'est pas, on a l'impression qu'ils ont reçu des feuilles. Hein. C'est McKinsey ou n'importe quel cabinet de conseil de communication et de RP qui leur a envoyé des talking points avec 5 trucs à répéter en boucle. Chris Mannix, une petite parenthèse sur tous les gens que tu as cités, Chris Mannix a toujours été un énorme tocard, donc c'est pas, on s'en tombe pas des nues non plus. Énorme tocard qui connaît que de la boxe, donc c'est bien qu'il ait vendu, qu'il se soit vendu lui au moins, on perd pas un grand monsieur. Mais eux sont, excuse-moi, Dylan, mais eux, à la limite, Coppinger, je comprends. C'est son, enfin, tu vois, c'est le mec qui nous donne le chèque. Eux, ils sont même pas liés. Hein. Ils le font. Tu sais, c'est ce que dit souvent Lucien Bourdon. Ils sont volontaires pour faire ça. Tu vois. Ils y vont tout seuls.
Mais oui, parce que Okamoto, c'est pareil, on aurait des trucs à dire, mais bon, voilà. C'est des mecs. Les gars, on Bon, n'aura pas les accrèdes oui. de Zuba Boxing, là, je vous ferai bien Ah tout de bah, suite. tant pis, on veut pas y aller. Mais je pense qu'ils y vont aussi. Enfin, ils le font aussi pour les soirées The Ring, pour aller, qu'ils soient invités pour serrer la main à un tel, pour aller manger du homard aux soirées The Ring, parce que c'est vraiment ça aussi. La soirée de lancement de The Ring à Riyad, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était en termes de profusion et d'indécence, c'était n'importe quoi. Et tout le monde était invité, et c'était pas juste on invite des grandes gloires de la boxe pour leur rendre hommage parce qu'ils ont fait la couverture de The Ring Magazine, hein. Il y avait tous les businessmen possibles de la région du Moyen-Orient et des States. Enfin, ça a commencé là en fait. Enfin, ça a commencé en 2021, ce que tu disais, mais là, ce qui est en train de se passer, la renaissance de The Ring, moi, je voyais ça d'un bon œil au début, et bon, bah là, j'avais pas vu venir. J'avoue que j'avais pas vu venir le coup de la ceinture. Voilà. Pas à ce point-là, moi non plus. Il y a un moment, faut être. C'est pour ça que je te dis que ils sont forts. Ils sont très forts, et c'est pour ça qu'ils ont eu tout le monde aussi. Deux, trois petits points aussi, parce qu'on va passer à la boxe quand même, on va passer à ce qui nous intéresse et aux sportifs. Mais pour tous ceux qui disaient, parce que c'est une des critiques qu'utilisait beaucoup Dana White, la boxe c'est illisible, il y a trop de ceintures, il y a trop de machins. Déjà, les alphabets, elles disparaîtront pas, hein. Donc il y aura plus de En ceintures. parallèle, ouais. Et si on va au bout, s'il y a plein de mecs qui lancent des UBO, des ceintures, il y en aura de partout, Ouais. avec tous les mecs qui sont machins. Sur la structuration, vous le disiez, les grands boxeurs actuels, ils ne seront pas dans ce truc-là. Tu vois, il y a pas, parce que de toute façon, même, tu vois, tous les fighters UFC, si tu ramènes les grands boxeurs et que tu leur donnes leur paye d'aujourd'hui, il y a bien un moment où des mecs à l'UFC vont se réveiller, vont dire oh, Dana, quand même, tu nous la mets pas à ce point-là. Eddie Hearn, très intéressant, qui a expliqué qu'ils essayaient en ce moment, pour des cartes Matchroom, d'appeler pour des cartes de newcomers, de mecs qui commencent leur carrière chez Matchroom ou qui sont à 1-2-0, d'appeler des petits boxeurs, enfin de ce niveau-là, et qu'ils avaient beaucoup de réponses de on a signé chez TKO. Donc ils vont prendre des mecs inconnus qui vont pouvoir accepter tout ce que TKO va leur demander. Ils vont essayer d'en faire des stars avec la machine à faire des stars qu'a déjà montré l'UFC. Donc cette structure, elle est comme ça. Oubliez tous les mecs qui sont avant, on va créer autre chose comme celui-là. Eddie Hearn, il a dit quand même, comme Lou DiBella l'avait dit dans un procès récemment, si vous faites ça, c'est le pouvoir qui nous revient à nous. Respectez les fighters. C'est Eddie. Les gars, Et dire, ouais. quand fucking Eddie Hearn fait plus de sens que tous les mecs autour, Ouais. on a un problème. Mal à la tête. Après, eux, c'est à cause d'eux aussi, hein, de Earn Warren et tout, hein. Trop Ouais, t'as leur raison. pour le fric à Turquie sans réfléchir à ce qui allait se passer dans 5 instants. Ouais, Et ils des ont pensé combattants court terme. actuels aussi. Et des combattants actuels qui peut-être que dans 15 ans, dans leur canapé, se diront mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? Évidemment. Qu'est-ce qu'on a provoqué? Mais tu vois, c'est à beaucoup de niveaux, c'est très, 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 très dangereux en vérité. Et on en vient à ce qu'on disait un peu la semaine dernière. Tu n'étais pas avec nous, Dylan, mais je persiste. Qu'est-ce qui vous dit que dans 15 ans, vous voyez ce qu'ils font avec le BJJ aussi, l'UFC? Qu'est-ce qui vous dit que dans 15 ans, c'est pas la seule entité du sport de combat? Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai écouté l'épisode et je me suis dit, aïe, 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 il a raison, j'avais pas pensé, il a raison. Ça fait flipper ça. Ouais, ou même que s'il y a d'autres organisations, elles soient totalement délégitimées. Parce que la ceinture The Ring, elle est chez nous, c'est la plus légitime. Tes machins avec Mais Protest, je comprends pas. ils vont faire ça dans le BJJ, ils vont aller faire ça dans le Muay, ils vont aller faire ça dans le kick, ils ont le catch. Mais ils ont le catch aussi, c'est vrai. Ça, regarde comment dans le catch, la WWE a tout bouffé dès qu'on avait une petite organisation qui commençait à Oui, oui, oui. même si c'est un contexte différent, bien sûr, mais Non, mais quand tu as GZX et tout, c'est ça aussi, hein. C'est le même principe, hein. Mais exactement le même principe. et t'auras un roster finalement, t'auras des systèmes de roster un peu comme on a Mhm. actuellement à la WWE, ce serait ouf. Et on l'avait dit. On l'a dit plus, je sais que vous l'avez dit, comme nous on l'avait dit avec Baba à l'époque. Ils veulent pas régler, ils ont jamais voulu régler la boxe. Ils ont voulu acheter la boxe. Ils ont voulu acheter la boxe et ils sont en train d'y arriver très très fort. C'était marrant, la sénatrice, c'est pas Charis Davis, enfin la congresswoman, quand même, je pense que vous avez vu passer, mais je la cite parce qu'elle a fait plaisir. Chris Cyborg qui lui a envoyé un scud de l'enfer sur les réseaux pour lui dire qu'avec ta carrière en un partout, tu vois, enfin voilà, t'es pas à 1-1, t'es pas là pour nous donner des leçons. Et elle parle, la Charis Davis, elle parle des risques, elle dit c'est pour protéger les athlètes, c'est pour machin. C'est quand même de faire ça derrière, enfin c'est quand même une folie. Et je te redonne la parole, Philippe, je vois que tu la demandes, et pour finir, c'est là que tu vois que ces sports sont des structurations complètement lunaires. Aujourd'hui, la seule association qui s'occupe un peu de ça, c'est la MMAFA, Mixed Martial Arts Fighters Association, qui est une association qui depuis des années milite pour le Ali Expansion Act, qui mettrait le Ali Act sur tous les sports de combat. Et c'est les seuls. C'est les seuls. Et ils ont demandé plusieurs fois à parler à la Congresswoman, elle n'a jamais dit oui. Elle n'a jamais résolu. Alors, Ils ont pas d'oseille à lui donner, donc à pas les écouter, hein. avec tout ce qu'on dit depuis, on s'en sortira pas. Philippe, on s'en sortira pas là. Encore deux symboles assez représentatifs de la situation, c'est que la congressman dont tu parles, ils ont été trouver la seule qui a
mini background de amateur MMA, d'avoir fait un sparring avec une autre meuf de 57 ans, bref. Et le symbole, c'est que c'est Chris Cyborg qui la démonte. Chris Cyborg, qui est peut-être, en termes de skills, l'une des plus fortes combattantes de MMA et qui aurait mérité une carrière beaucoup plus exposée qu'elle l'est, mais qui a toujours été une personnalité forte et qui a toujours cassé la tête à Dana White et à l'UFC à tout le temps. C'est la Fedor un peu des femmes, quoi. Genre, on avait Ronda Rousey qui est belle, californienne, blonde. Faut surtout pas qu'on la mette dans ses mains. Donc, ça a toujours été l'ennemi juré de l'UFC, même s'ils l'ont quand même invité à couper le poids jusqu'à mourir pour pouvoir participer à des combats. Et donc, elle a toujours été très syndicat, défense de ça. Donc là, elle le fait toujours et grand respect à elle. Et elle, c'est exactement le genre de combattant qui se ferait exorbiter de toutes ces organisations directes. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu auras TKO qui a son UBO de fou, eh ben, tu auras peut-être une boxeuse ou un boxeur, prenons par exemple, super fort, qu'on trouve tous qui est le plus fort. Et lui, il sera, par des négociations qui vont pas ou par un refus, sera complètement exorcisé de ce contexte et on parlera en mal de lui constamment. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça. Un Fury, hein, un mec comme Fury, hein. Ça aurait été, vu qu'il négociait toujours plus, machin et tout, Fury, ça aurait été le Ngannou de la Rex, tu vois. Oui, voilà. Sûr et certain. Et donc, ouais, je parlais de la MMAFA, il y a une pétition en ligne. Alors, ça ne changera rien, mais si vous voulez aller la signer, allez la signer. Parce que, enfin, si en tout cas, vous écoutez les arguments qu'on vous donne depuis tout à l'heure, moi, je vous ai mis en notes, je m'étais mis pour résumer, pour finir, parce qu'on on va finir avec ce dossier-là, que les gens qui connaissent aussi les autres sports et qui nous écoutent, comprennent. C'est comme si un tennisman, il devait signer un contrat exclusif à long terme avec Wimbledon s'il voulait gagner Wimbledon et qu'il ne pouvait pas jouer les autres tournois. Enfin, vous voyez, l'image, c'est pas exactement ça, mais on est dans ce genre d'image quand même. Je précisais tout à l'heure, parce que je disais sur l'IBC, la commission des commissions, donc je l'avais noté, mais je l'avais oublié tout à l'heure en parlant. A priori, les commissions n'avaient pas vu. Il n'y avait que la grande commission qui était impliquée dans le truc et qu'ils ont mis dans leur poche, mais toutes les commissions, elles n'avaient pas vu la loi avant qu'elle soit diffusée en public. Et je cite le scénario de John S. Nash, qui est aussi un grand journaliste qui bosse beaucoup là-dessus, pour le coup, et que vous pouvez aller suivre sur les réseaux, parce que son scénario, il fait flipper. Zufo, ils créent leur UBO. Les petits promoteurs de clubs, bah, ils plongent au fur et à mesure, tout petit, parce que même les nouveaux critères qu'ils doivent suivre, ils ne pourront pas suivre financièrement. Donc, ils plongent et ils commencent à laisser leurs petits fighters à TKO, tous les petits fighters dont on parlait en début de carrière. TKO fait une version box des Dana White Contender Series dans leur Performance Institute ou à l'Apex. Ils font des showbox à l'Apex et ils deviennent au fur et à mesure la seule entité monopolistique de la boxe, une fois que cette génération-là est passée. Ça fait flipper ce scénario, les gars. C'est dystopique. Et si Turquie lâche l'affaire en 2030, on n'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Non, t'as raison, et t'as raison derrière. Et qu'on a des mecs qui abandonnent derrière, Je disais aussi, c'est le Harry Emmanuel Act. Hein. Sans ce mec-là, il n'y a rien. C'est lui le lobbying, c'est tout le patron de TKO, c'est vraiment lui autour. Ça favorise qu'un seul promoteur. Et on citera aussi, parce que j'ai vu que McGraken le citait ce matin, donc je l'ai rajouté, Patrick English, c'est un avocat, c'est un des plus vieils avocats qui est lié à la boxe, qui a beaucoup bossé sur le Ali Act à l'époque, et qui est vent debout contre ce truc-là. Donc quand un mec a bossé toute sa vie autour de ces trucs-là, et vous dit que c'est pas bien, il y a un moment, il faut comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce truc-là. Je m'étais noté aussi dans les notes, mais je pense que vous avez vu passer, ça va vous faire marrer, que tu sais, Josh Kelly, qu'ils ont offert Boots, Ouais. et qui en fait trouve que l'argent est dérisoire parce qu'en fait ils lui ont tellement offert pour le combat d'avant que maintenant tu vois, ils sont en train de dérégler tout en plus. Ils règlent le marché, c'est des régleurs. C'est lunaire. Donc voilà, j'espère qu'on vous a éclairé là-dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. A priori, vous avez compris ce que tous les quatre on en pense. C'était assez clair en tout cas. Mais voilà, on passe au sportif parce que la boxe, c'est aussi ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime, les gars. Et on espère qu'elle mourra jamais comme ça. Et moi, j'espère que ce que j'ai vu mercredi au Japon, ça continuera d'exister parce que je l'ai dit, je suis allé c'est sur les États-Unis. Donc on espère, hein, Philippe, que là-bas, les Ohashi, les Teiken, ils continueront d'essayer de nous proposer ce qu'ils savent faire de mieux. Et vas-y, prenez les Tsutsumi puisque vous avez voulu les prendre, mais protégez-les les autres. Que ce soit Monsieur Honda ou Monsieur Ohashi. Vraiment. On était au Japon, mercredi, Yokohama. Kenshiro Teraji contre Sandoval, c'était le main event. On va commencer par ce main event. Il y avait deux autres combats dont on va parler rapidement. Victoire sur décision partagée de Sandoval. Moi, je vous laisse la parole après. Moi, j'avais Kenshiro d'un point, enfin d'un poil.
qui a mis un down au 5e round. Je comprends totalement qu'on puisse donner Sandoval. Il y a plein de rounds qui sont quand même très chauds à juger. Par contre, 117-110, qu'a doté le juge britannique, c'est absolument n'importe quoi. Mais bon, comme quoi, les Japonais, ils sont pas protégés à domicile pour le coup. Mais donc, Teraji perd ses ceintures unifiées WC, WBA des Fly. Moi, j'ai juste envie de lui dire, de toute façon, il commence à être sur la fin, mais merci de toute façon. On continuera de le voir boxer, mais merci parce que je te l'ai dit, Dylan, on en parlait. Il était peut-être pas pound for pound en vrai. J'en sais rien. Moi, je l'avais parce que c'est le cœur qui parle aussi. Par contre, c'est le meilleur action fighter de notre génération. Ah ouais, ça par contre, on peut pas lui enlever. Mais effectivement, ça soulève plusieurs trucs. Alors déjà, je pense qu'il y aura peut-être un rematch parce qu'il est quand même. Enfin, c'est un fight qui est hyper difficile à scorer. Moi, je suis d'accord avec toi. Malgré la carte d'alcoolique du juge britannique, c'est un fight qui est hyper dur à scorer. Moi, je l'avais pour Sandoval, mais pareil, d'un micro poil et t'as tellement de switch round que. Enfin, je pense que je le remate cet après-midi, je le remate ce soir. J'ai 2 scorings différents. Là où je pense que Sandoval a été monstrueux, c'est de gérer le jab de Kenshiro. Ça, il a réussi à pas se faire déborder par son jab et ça m'a bluffé. Je pense que c'est là où il gagne le fight. Et surtout, pour cette histoire de pound for pound, du coup, il quitte le classement de Kenshiro, je pense, parce que malheureusement, si tu perds, t'as beau être 9e du classement de pound for pound, si tu perds contre un mec qui est pas dans le classement de pound for pound, pour moi, malheureusement, c'est rédhibitoire, tu vois. Alors après, ça veut pas dire que c'est pas un immense fighter, et comme tu disais, s'il y avait un classement des action fighters, il serait quand même très bien classé. Mais bon, là, je pense que malheureusement, en attendant le rematch, tu vois, un rematch, il gagne par KO au 4e round, le débat se renaît, tu vois, renaît de ses sens. Ce qu'il avait fait sur Yabuki pour sa première défaite. Moins de 6 minutes après, il le met clair en 3. Philippe, ton analyse technique du combat aussi. Ouais. On a senti quand même, malgré le 12e round, il nous fait du Kenshiro et au 11e aussi, mais on sent qu'il. Je sais pas si c'est le combat contre Akui qui était quand même il y a que 4 mois et c'était une guerre de malade, mais il a plus les petites vitesses en plus, je trouve, en fin de combat, Philippe. Ouais. Moi, personnellement, j'ai scoré le combat à 114-113 pour Kenshiro, mais tu me mets un point de plus pour Sandoval ou tout, il n'y a pas de problème. Genre, je trouve que c'est un combat très très serré. Ça aurait pu être un match nul d'ailleurs. Enfin bref. Il n'y a pas de scandale sur les cartes, à part le 117-110, mais le fait que Sandoval gagne, j'ai pas de problème là-dessus. Juste respect à Sandoval, parce que dans la preview, on l'a un peu skippé par faute de temps. On savait qu'il avait quelques qualités, qu'il est long également pour la division. C'est un mec que moi, je trouve pas forcément passionnant à regarder, mais qui arrive quand même toujours à sortir des combats. Tu vois, c'est toujours un peu difficile, mais il arrive toujours à gérer avec ce rythme un peu mou, tu vois, par moment, et de reprendre vite. Concernant le jab de Kenshiro, je suis à 70% d'accord avec Dylan. Je trouve que justement, Sandoval, il a fait un bon travail de contrer le jab de Kenshiro, de ne pas se laisser maîtriser par ça. Mais ce combat, il est très bizarre parce que pendant 2-3 rounds, il fait que justement galérer à gérer le jab de Kenshiro et après, il y arrive, puis il le repère, tu vois. C'est pas un combat où je peux te dire Oui. avec satisfaction que genre, telle personne a fait un ajustement et ça a marché. C'est un combat très bizarre où, par exemple, tu vois, quand tu vois Kenshiro, il accélère le rythme, et tout d'un coup, ça va bien pour lui, mais il le fait un round, il le fait pas les autres. Tu vois, j'ai l'impression que pour Kenshiro, c'est plus que physiquement, il pouvait pas se permettre de faire des combats comme des rounds comme 11 et 12 où il pousse à balle. C'est pour ça qu'il le fait très tard dans le combat et pas au 8 ou au 7. Tu vois, parce que je pense qu'il a pas ce qu'il faut pour gérer 5 rounds comme ça. Et il a plus ce qu'il faut. Ouais, il y a plus, pardon. Parce que moi, dans son prime, il est pound for pound tous les jours. Je pense qu'il n'y a plus la durabilité, il n'y a peut-être plus le moteur non plus. Et surtout, Sandoval, il a trouvé les bons contres au bon moment. Il y a plein de fois où il commence à se faire déborder. Et tu vois, le jab de Kenshiro, il est toujours un peu large. C'est-à-dire que sa main arrière est toujours très, très éloignée de son bras avant. Du coup, il y a toujours l'espace pour mettre un direct, toi, pour le contrer. Et ça, Sandoval, il l'a fait super bien, par moment. Il y a des moments où il était nul à chier, et d'autres moments où il le faisait parfait. Pour moi, il est très bizarre là-dessus. Mais en tout cas, il a réussi à pas se faire déborder, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'était plus dans ce sens-là, ouais, qu'il a réussi. En fait, que même si ça n'a pas duré longtemps, il a réussi à pas faire en sorte de se faire déborder sur 12 rounds par un jab qui est quand même qui est particulier techniquement, mais il y a tellement de volume que ce jab il est impact. Enfin, je veux dire, il est perméable, mais il y a tellement de volume que les gens, tous les mecs, ils craquent en fait au bout d'un moment sur le jab de Kenshiro. Et je trouve que Sandoval, il m'a surpris là-dessus justement, où je pensais qu'il allait se faire déborder pendant 12 rounds, et il a eu effectivement peut-être 4-5 rounds d'éclairs de génie sur. En fait, je peux le contrer. Oui, tu peux le contrer, ouais.
Putain, mais clairement, justement, c'est sur ces contres où ça pouvait être intéressant. Tu le voyais que lorsque Teraji Kenshiro il poussait avec son jab, en milieu de combinaison, Sandoval il remisait avec une grosse droite et il arrivait à toucher à plusieurs moments. Et c'est exactement ces rounds-là qui étaient un peu en dents de scie pour Kenshiro, où j'ai l'impression que, comme tu disais, hein, quand tu regardes ses précédents combats, il a un peu plus de cardio, un peu plus de poumon. Et tu le vois que même si sur la fin, il y va au mental, il y va au cœur, en fait, tu sens qu'il y a moins d'engagement, moins de puissance. Et c'est peut-être ça qui a fait la diff et qui lui a fait perdre des rounds qu'il aurait pu gagner peut-être il y a quelques années avec le cardio et la puissance qu'il avait. Donc, mais en tout cas, comme tu l'as dit, hein, ça c'est un combat que tu regardes de bout en bout, du premier au dernier gong, tu sais qu'il y aura de l'action, tu sais qu'il y aura du mouvement. Et les deux ont proposé une très très belle opposition. On a kiffé de bout en bout. Et je pense que c'est un combat qui mérite une belle revanche parce que c'est un combat disputé malgré le 117-110 dont on va pas reparler. Mais en gros, globalement, c'est vrai que l'un ou l'autre gagne. J'aurais jamais crié au vol, pas du tout. Et je pense qu'il faut limite un deuxième combat pour départager, bien que on ait vu les limites de Kenshiro avec celui-là. Donc à voir s'il y a des ajustements, si le fait qu'il ait combattu très récemment, on connaît pas non plus le détail de la prépa. Tu vois, tu peux aussi être cramé en enchaînant les combats. Il y a plein de choses, il y a la rouille du combat, il y a plein de paramètres qu'on peut pas forcément identifier comme ça. Mais moi, je suis très preneur d'une deuxième opposition. Non, clairement, ça peut être beau une deuxième option. C'est quand même il a fait tellement de guerres, en fait. C'est normal que ce soit plus le fighter qu'il était. On l'a dit, hein, la liste, tu prends ses 10 derniers adversaires, c'est tous les tueurs de ces catégories-là. Et il leur livre des guerres à chaque fois. Euh, chaque année, dans le débat au Fight of the Year, il y a un moment où il y a un combat, c'est Kenshiro contre n'importe quel nom qui est derrière, quoi. Exactement, j'avais vu ces tweets passer. Ouais. C'est ça, il disait bah, peu importe, hein, quand Kenshiro est book, tu sais que ça va être Fight of the Year. C'est En tout cas. c'est un truc qui t'enlève des points de vie, quoi. Donc ce mec-là, il faut qu'on en profite. Sandoval, je le veux bien la revanche. Vous avez vu, je sais que vous l'avez vu passer, puisque Dylan, tu m'as chauffé là-dessus. Cette carte qui prépare à Riyad, pour le coup, Japon, reste du monde. Inoue, Nakatani, Kenshiro, Hiraoka, Yuta Sakai, la petite pépite, les deux frères Tsutsumi. N'importe quoi. Je pourrais pas. Je t'avais même pas répondu à la conversation, Dylan, mais je serais en Colombie avec ma femme pour les fêtes de Noël. Si je dis à ma femme que je pars à Riyad et la Colombie, je vais mal finir, tu sais. Je vais très mal finir. Donc, mais là, la carte de fou. Mais si nous C'est dommage de la faire à Riyad, quoi. Mais bon, bref, on va revenir ouais, exact. Ça, on l'avait déjà dit. On en a déjà parlé de cette idée-là. C'était très bien pour le Japon, même 31 décembre pour le coup. Et Sandoval Kenshiro en revanche ce soir-là, why not, hein. Ouais. Philippe, tu t'as rajouté. Ouais, carrément. Moi, juste pour revenir sur Kenshiro, je le trouvais quand même emprunté physiquement. Il y a des moments où je me disais, genre, ça se voit qu'il y a des coups qui. Alors, peut-être que Sandoval était méga précis et touchait toujours au bon moment, mais il y a des moments où je me disais, il est quand même vachement hésitant. Il y a un moment où je me demandais si sa main droite n'était pas cassée, parce que je crois que c'est après le knockdown, peut-être au round, aller vers les rounds 6-7, où justement, je tweetais que je pensais qu'il était en train de bait Sandoval à juste jab et rien mettre derrière pour le pousser à ce que Sandoval envoie sa gauche ou sa droite, et le contrer derrière et créer des échanges où il est dans une meilleure position. Et en fait, non, il a juste pas balancé sa main droite pendant 2 rounds. Alors je me suis dit, peut-être il s'est pété la main, peut-être qu'il a mal, ça tu sais pas. Mais alors peut-être qu'il avait juste peur de ce qui revenait, toi, qu'il y avait pas une tweet, parce que Sandoval a réussi à se faire respecter rapidement. Et je pense que c'est ça, Sandoval, il a jamais craqué quand même, mentalement, parce que mine de rien, même si toi, on trouve pas que c'est un Kenshiro à 100% qu'il y a eu, ça fait quand même beaucoup d'informations, beaucoup de choses à retenir et tout, et beaucoup de choses à lutter, parce qu'il a reculé énormément, Sandoval. Moi, je le connaissais plus comme un mec qui boxe au centre du ring, avec, tu vois, genre beaucoup de inside boxing, tu vois, genre mouvement d'épaule, crochet au corps, ce genre de choses. Et en fait, il a été super bon ou bien meilleur sur le back foot, en fait. Et c'est ça, ça m'a vraiment, vraiment surpris. Et je pense que Kenshiro aussi, il y a moyen que ça l'ait surpris et que c'est ça qui l'ait rendu un peu timide, entre guillemets. Jusqu'à la fin, ils disent, bon, bah, il reste, allez, quoi, 6 minutes. Je sens que j'ai ça en moi. Soit je perds avec l'odeur de perdre par KO, soit je donne tout. Et donc, c'est vrai qu'il rattrape un peu sur la fin. Mais 33 ans, le type de carrière qu'il a eu, ouais, moi, j'ai pas envie de le voir se manger un KO énorme et Non. tu sais, genre tôt dans un match. D'ailleurs, je m'excuse Philippe de t'avoir proposé de le mettre contre BAM la semaine dernière. J'aime trop Kenshiro, là, il se ferait tuer hein, par le BAM. C'est un massacre. Un massacre, là. Et donc, bah voilà, après, il a eu un planning chargé, hein, Kenshiro. Que des guerres, combat tous les 3-4 mois, on va dire, en moyenne. Et alors, voilà, je vais me trouver une petite excuse au Kenshiro. Cet événement, c'est un peu un événement important parce qu'il y a quand même Daigo Higa, Takami, tout ça. Mais une petite salle, petite venue où il n'y a pas d'ambiance. J'aurais kiffé que, tu vois, que ce soit dans une grande salle et qu'il soit poussé un peu plus par son public également. Les mecs comme ça, tu sais que ça joue quand même un peu sur l'impact, le moteur. Leur tête était un petit peu moins timide s'ils avaient eu ce truc-là. Là, j'ai l'impression de regarder un combat de boxe pendant le Covid. Mais comme Je suis derrière, ça aussi. Et c'est pas Inoue. Comme quoi, c'est pas Inoue Nakatani quand même, tu vois, Kenshiro.
au Japon. Bien sûr. C'est pas ce niveau de star. Quand il y a un avantage, on va passer rapide sur les 2 autres combats parce qu'il nous reste des choses à dire derrière aussi. Mais il y a un avantage, c'est qu'on a peut-être trouvé Kenshiro 2, Philippe. Kyosuke Takami, qui est devenu donc champion WBA Light Fly, un des anciens titres détenus par Kenshiro quand il était dans la catégorie en dessous, contre Eric Rosa. Il y avait un niveau d'écart pour moi. Mais on en avait parlé, 23 ans, 10-0, 8 KO, champion du monde, deuxième champion du monde le plus jeune derrière Alexander Zayas, pour le coup, qui avait été titré quelques jours avant. C'est un sacré boxeur, Takami. On va s'amuser pendant quelques années, les gars. Je sais pas qui veut en parler. Ouais, on est bon sur quelques années. Il a vraiment roulé sur Rosa. Quand tu vois le combat, justement, on parlait beaucoup du jab. Rosa qui était qui boxait beaucoup en ligne. Il a trouvé très peu de solutions et tu te disais, mais c'est qu'une question de temps avant qu'il se rouler dessus. Et en fait, on voit que vraiment, en termes de performance, il a de très très belles années devant lui. Et surtout que tu parlais de 23 ans, ça veut dire qu'en termes de maturité musculaire, il est même pas encore au bout du bout, qu'il va continuer à autant prendre en termes physiques, mais il va prendre en maturité technique également et il va pouvoir avoir de plus en plus d'opposition. Et c'est cool de l'avoir dans une aussi belle carte, aussitôt dans sa carrière, parce que justement, tu l'expliques aussi bien, tout le système de progression des combattants, de l'amateur au lycée jusqu'au professionnel. Ouais, c'est cool de le voir champion aussitôt. Et du coup, on pourrait le voir dans de très belles oppositions, très belles cartes et petit à petit rejoindre les meilleurs. Philippe, ton analyse un peu, le travail au corps, travail à longue distance. Il était, sur les 2-3 premiers rounds, moi je le tweetais en live, il n'était pas précis. Une fois qu'il a un peu mieux ajusté, démonstration, et ouais, il lui a roulé dessus. Il y avait une différence large entre Takami et Rosa. Moi, j'ai adoré sa mentalité déjà. Avant de point technique, c'est qu'il est venu pour le dégommer et il n'a jamais arrêté de se sentir vraiment qu'il se sentait supérieur à lui, c'est évident. C'était évident dans le face-off où il lui rionnait, ce qui est assez drôle pour les Japonais qui sont souvent assez froids, tu vois, genre pour les face-off, mais tu voyais vraiment que c'est un petit jeune et sûr et certain que physiquement, il va faire la différence. Au passage, vu son physique, c'est un mec qui peut monter quand même assez haut en catégorie de poids en grandissant. Juste, techniquement, il était beaucoup plus fort que lui, que ce soit en vitesse, la longe qu'il a également et la capacité qu'il a de trouver les coups au corps à des angles intéressants dans la poche, tu vois, ça, il était vraiment au-dessus. Rosa, il n'a pas le temps de contrer, tu vois, genre, pourtant, il est ouvert, hein, Takami, ça se voit que c'est un mec qui voit comme Kenshiro, qui est un bagarreur, tu vois, c'est sûr qu'un jour, tu le verras où il prend énormément de dégâts dans un combat et juste, c'est une question plus de cardio, de dégâts que tu fais petit à petit et avant de finir. Avec le physique et le style, il y a un moment, je me suis dit, tu as un mix de Kenshiro et Nakatani, un petit peu, dans certains aspects, tu vois, un truc un peu hybride. Je suis d'accord, ouais. Et justement, voilà, à un moment, il se baladait un peu trop, ce qui fait qu'il n'a pas fini le combat plus tôt que prévu. C'est-à-dire qu'à des moments, ça prend des angles dans tous les sens, il se prend pour bam un peu, et je pense qu'il s'amusait un peu plus qu'il ne l'aurait pu. Pendant un moment, je me suis demandé s'il allait tenir les 12 rounds, et toi, peut-être qu'il voulait faire 12 rounds, parce que c'était son premier combat en 12 rounds, c'était son premier combat pour le titre. Et finalement, il a donné un dernier coup d'accélérateur qui a fait la différence, avec un knockdown qui était plutôt cool. J'avais mis qui ressemblait beaucoup au knockdown de Gatti contre Nicky Ward dans le deuxième match, où le mec finit la tête dans le pilier. Rosa, après, niveau assez faible quand même. Oui. Pour un combat pour le titre, j'ai tout le respect pour lui, mais très dur au mal, très courageux. Mais tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'armes pour déranger Takami. Donc Takami, je pense que c'est exactement ce que voulaient les promoteurs sur cette carte. Tu as envie de le revoir contre quelqu'un de meilleur, donc c'est parfait. C'est ce que j'allais dire, moi. J'allais dire surtout le niveau d'opposition, parce qu'effectivement, sur l'aspect technique, j'ai beaucoup aimé le travail au corps en angle. C'était du miel tout le long. Mais effectivement, surtout sur le niveau d'adversité, où tu te dis, c'est l'adversaire très bien choisi, parce que c'était un titre facile, avec d'énormes guillemets, c'est jamais facile, un titre mondial, évidemment. Mais c'était un titre facile, largement à la portée de Takami. Et maintenant, tu te dis, alors peut-être une ou deux défenses, peut-être une unification, peut-être parce qu'il a, pardon, il a tout le potentiel qu'il faut pour aller loin. Et effectivement, vu son physique, il y a quelques catégories à aller conquérir quand même. Ouais, un coup dessus, hein. Si Kenshiro il est encore là dans quelques années, 2-3 ans, il y a moyen de gratter un. Il y a un joli fight nippo-japonais à faire, ouais. Ouais, puis là, il y a Canizales Pradibasti, la revanche du combat qui était un vol en Thaïlande. Ça arrive là, donc il y a des choses à faire dans cette KT, mais en effet, il a le physique pour monter haut. Et oui. Les gars, Kyosuke Takami, Yuga Ozaki. Vous retenez juste ça, dans quelques années, on en parle. Il a 22 ans, Ozaki, et ces deux talents, ils sont dans la même KT là. Ouais, j'avoue. Ça va ressembler à un combat japonais bonbon. Un mot rapide sur Iga, sur Daigo Iga, donc, qui
qui était contre Vargas. C'était pour la ceinture WBA. On était chez les Bantams cette fois pour essayer que le Japon récupère la dernière des ceintures qu'ils ont plus dans cette Japan Tamweight. Troisième chance de titre de suite pour Iga après Takei et Tsutsumi. Défaite contre Takei, nul contre Tsutsumi. C'est quand même assez ouf, puisque comme contre Tsutsumi, il finit par faire un match nul. Il ne prend pas la ceinture en prenant un down en fin de combat alors qu'il en a mis un plus tôt dans le combat. Donc en laissant échapper le combat, il a pris sa retraite derrière comme il l'avait promis. On en avait parlé, Philippe, comme il l'avait annoncé s'il ne prenait pas la ceinture. Mais chez lui, il doit être comme un dingue, Daigo Iga. Je pense que c'est un chat noir. Hein. Quand tu vois le combat qu'il fait, pour moi, c'est Vargas qui est quand même devant. Mais tu te dis, attends, c'est bizarre parce que Vargas est devant, mais c'est le down qui lui permet d'avoir le draw et de garder la ceinture. Ça fait. Bon, je vais pas faire des théories ou quoi, mais moi, je trouve, c'est mon scoring à moi et je trouve qu'il a quand même été assez dominant. Et moi, j'avais Vargas aussi, ouais. Moi aussi. Par contre, respect parce que la combinaison qu'il envoie pour le mettre au down au début du combat, 4e ou 5e round, tu te dis, il en a encore beaucoup sous la patte et tu te dis, ben, il fait vraiment de son mieux, mais il est quand même derrière parce que tu as un Vargas qui est plus généreux, qui touche beaucoup plus, qui est vraiment plus décisif. Et en fait, je trouve que le 12e, quand tu regardes le knockdown du 12e, c'est un peu un down de fatigue parce qu'il n'est pas non plus dans le gaz et il n'est pas en parallèle au plafond, mais il prend un coup au niveau de la carotide. Puis il est un peu dans le gaz et il chute et puis il prend du temps à se relever parce qu'il est fatigué des 30 minutes d'effort avant. Donc c'est pas, tu te dis c'était évitable. Mais du coup, quand tu refais le calcul, tu te dis bah attends, mais s'il n'était pas tombé, il aurait gagné. Donc c'est un peu bizarre, mais bon. La ceinture reste, il a pas non plus, il s'est pas fait rouler dessus non plus. Donc voilà, je pense que c'est le résultat qui arrange le plus tout le monde, mais bon, un peu mitigé par rapport à ce résultat. Philippe, il était bizarre le combat, même par rapport à ce qu'on attendait, je trouve. J'ai quand même bien aimé ce combat, parce que j'adore Daigo Iga déjà. Mais j'ai bien aimé Vargas, moi, en fait. Je trouve qu'il n'a pas forcément une arme incroyable dans son arsenal, mais c'était vraiment un combat du puncher contre un mec de volume, tu vois, ou du vrai boxeur, un boxeur contre un puncher. Et je trouvais que le combat commençait vraiment bien pour Daigo Iga, parce que même s'il perd les rounds du début, tu vois, il combat comme un bon puncher doit combattre un début de boxe. C'est-à-dire, il reste derrière son jab, il est patient, il fait des feintes, il enregistre des informations, tu vois. Et je dis, ouais, ça, une fois qu'il aura capté quelques trucs, qu'il met son rythme, il va le toucher. Et Vargas, voilà, s'il l'encaisse, mais il sera touché. Finalement, quelques rounds plus tard, tu vois, il le met down dans un échange qui est un peu plus long, là où il peut se permettre, tu vois, de mettre son crochet et de toucher. Là, je me dis, OK, dans quelques rounds, c'est fini. Et malgré tout, Vargas, tu vois, il a réussi beaucoup de boxe linéaire un peu dégueulasse, mais à déranger Iga de fou, à jamais est-ce qu'il soit dans la bonne position, ou est-ce qu'il soit toujours coupé dans son rythme, dans son timing. Et si j'apprécie pas forcément de regarder Vargas en termes d'esthétique, quand tu regardes le combat en termes de timing et de stratégie, c'est très très bien ce qu'il a fait. Il est très fort là-dessus, de jamais avoir laissé Iga, ou très peu de fois, confortable, prêt à envoyer son missile, tu vois. Exactement. Et Iga, ouais, je pense qu'il s'est fatigué également à ce terme-là. Il a cherché le gros coup en fait. Dès qu'il attache le 4e jusqu'à la fin, il a cherché le gros coup. Il a cherché des vagues. Ça, c'est la validation du puncher. Ouais, c'est ça, tu vois. Ce que je te dirais, c'est pour ça que je le voyais bizarre ce combat. C'était Vargas, tout ce que tu dis, Philippe, est vrai. Il touche quand même beaucoup dans les gants. Enfin, tu vois, il n'y a pas une efficacité folle. Et en face, t'as Iga qui veut juste lui arracher la tête chaque fois qu'il peut tenter de lui arracher la tête. Après, c'est moi juste, à titre, moi j'ai scoré pour Vargas ce combat. J'aurais été content si Iga gagne juste parce que c'est mon gars. Mais c'est ton Iga. On donne à la fin, tu vois, genre, bon, bah voilà, je pense que c'est plus de la fatigue, comme Kabia l'a dit, et de la manque de précision. Mais il y a un truc sur Iga également, c'est que tu vois que c'est un mec également qui est un poil limité dès qu'il n'arrive pas à toucher violemment ses adversaires. C'est un mec de momentum. Un peu, tu vois, une fois que tu as touché, tu es en galère. Mais ça passe beaucoup de rounds à envoyer des overhands qui touchent personne. Des fois, c'est un peu agaçant. Par ego, je pense. Que Vargas est resté tranquille, bien composé, tu vois, genre, il a bien fait son taf jusqu'au bout. Donc voilà, c'est triste qu'il prenne sa retraite. De ces 3 combats pour le titre, c'est sa moins bonne performance. Même si on a un autre qu'il a perdu, en fait, c'est un match nul. Mais voilà, ça aurait mérité encore une fois une plus grande salle. Un peu plus de spectacle, mais ouais, c'est bien pour Vargas, quoi. Mais il nous manquera un peu Daigo Iga quand même. C'est un peu comme un cliché quand même le cliché du puncher contre le cliché du mec du volume, ce que tu disais, mais du coup c'est vraiment ce qu'on a eu quoi. Le mec, t'as un mec qui voulait taper fort et un mec qui voulait juste mettre du volume en se disant bon bah je l'étouffe et ça va passer et ça va me faire gagner au point, tu vois. Et du coup moi je suis d'accord avec elle, qui était chelou ce fight. Moi j'avoue que j'ai pas passé un moment incroyable, hein. Je peux comprendre qu'on ait apprécié, mais c'était vraiment il y avait une opposition de style qui était très cliché je trouve, et les deux étaient
les deux n'étaient pas à ce moment-là au sommet de leur art non plus dans leur style, tu vois. Donc c'était du volume qui n'était pas non plus incroyable et c'était un puncher qui n'était pas côté partout que voilà. T'as raison, t'as raison, Diane, je me corrige. J'ai trouvé de l'intérêt dans ce combat en suivant juste le rythme et ce que faisait Vargas. Ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, j'étais au bout d'un moment, après le knockdown, et que je pensais que ça allait se terminer, quand je vois qu'on est reparti pour quelques rounds et que Iga est encore têtu, tu vois, genre il reste dans son truc et que ça marche pas, je dis ok, je vais juste apprécier le sens du timing et de rythme que met Vargas qui m'a fait tenir le combat en gros. Et ouais, effectivement, si tu dois le noter, je te mets un 5 sur 10, toi, c'est pas un combat dantesque, quoi. Non, surtout pour un combat pour le titre, quoi. C'est vrai que c'était pas. Voilà. Ouais, exactement. Non, c'est clairement. En tout cas, on a eu 2 beaux combats entre Takami et Tetsuhiro. On s'est encore régalé dans ces soirées japonaises qui nous déçoivent quand même jamais. Hein. On va pas c'est très très rare. Ouais. Ouais, voilà, il faut une rareté pour ça. On passe les gars sur Xander Zayas. On va pas débriefer le combat, sa victoire contre Jorge Garcia Perez. C'était au théâtre du Madison Square Garden. Je pense qu'ils auraient même pu faire la grande salle parce que c'était blindé jusqu'au centre. Avec les communautés pour Xander Zayas, à mon avis, tu aurais pu la remplir là. Mexique, Porto Rico, il y a de quoi faire. Ouais, grave. Et qui devient donc champion WBO en super welter, les 154. Donc, cette plus jeune champion du monde de la boxe actuelle, je le disais, 22 ans, après avoir été la plus jeune signature de l'histoire de Top Rank à 16 ans. C'était un mec qui était un peu destiné à vu son talent, à devenir champion du monde un jour. Et bon, on lit la liste, parce que c'est ça qui est marrant. Fundora, qui est le champion WBC, Murtazaliev, qui est le champion IBF, Zayas, qui est donc le champion WBO. Bon, le champion WBA, c'est Bud Crawford, mais sa ceinture, elle va sauter un moment. Ça va être TLS, du coup. Ça va être TLS qui Exactement. Ioannis Tellez, le cubain, qui est champion intérimaire, qui récupérera. Vergil Ortiz, Boutsenis, Boachuk, Lubin, Madrimov, Ramos. Déjà, cette KT, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que vous voulez voir comme fight dans ces... Alors, on peut tout faire, quoi. Il y en a 150 à faire, des match-ups. Ah, les Gucci, hein. Moi, j'en ai un improbable. Enfin, improbable. Pour moi, qui fait le plus sens. Alors, déjà, je pense que Ortiz, c'est mort parce qu'à mon avis, Ortiz, il est champion intérimaire. Donc, il va y avoir WBC. Il va y avoir une unification. Enfin, une unification. Il va y avoir une réunion des ceintures avec Fundora, c'est obligé. Va falloir à un moment donné. Après, effectivement, il y avait soit tu pars sur une unification, donc Fundora, Murtazaliev ou Tellez, du coup, dans pas très longtemps, qui va être upgrade de intérimaire à champion, à super champion WBA. J'ai regardé un peu dans la catégorie chez les WBO. Et du coup, il y a Josh Kelly qui est 3e. Et est-ce que, pour une première défense de ceinture, Josh Kelly, qui a un nom qui est connu en Angleterre, etc., qui est honnêtement à la portée de Xander Zayas au vu de ses dernières perfs, Josh Kelly, notamment sa perf à Wembley où il était passé complètement à trave, est-ce que... Parce qu'après, il y a Boutsenis qui est 4e et il y a Boachuk qui est 6e. Donc pour moi, je pense pas que tu pars sur une unification directe. Il a 22 ans, il faut qu'il boxe beaucoup. Les unifications, on sait que c'est chiant, c'est compliqué à mettre en place à cause des mandatories et tout. Donc il faut qu'il défende sa ceinture, je pense, dans l'année, d'ici la fin de l'année. Du coup, je pense Josh Kelly 3e, Ennis 4e ou Boachuk 6e. Pour moi, c'est les 3 qui doivent affronter. Et Kelly, c'est le plus facile des 3. Kabir. Ouais, clairement, justement, on avait vu Kelly boxer. C'était le combat, je crois même, le plus chiant en soirée pour être honnête. Largement, ouais. Mais il a de l'actu quand même, Kelly, on l'avait vu passer justement, parce qu'il est aussi assez prisé côté Riyad. En revanche, je pense à Boachuk qui pourrait faire une belle opposition parce qu'il est vraiment dur au mal. J'avais kiffé son combat contre Vergil Ortiz il y a quelques années, enfin quelques mois maintenant. On en avait parlé avec Dylan, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, on avait vu que vraiment, et même s'il s'était fait casser la figure par Ortiz, parce qu'Ortiz et c'est un niveau bien au-dessus, on a encore beaucoup sous la réserve. Entre-temps, il a quand même combattu dans des petites oppositions pour faire des combats d'activité. Mais ce serait top de le voir contre un Boachuk pour une première défense, mais très très rapidement justement, pouvoir unifier. Et je pensais justement à Murtazaliev, parce que c'est un peu un épouvantail, un gars que tout le monde estime, il est vachement dur. Et donc ça pourrait être un très très beau fight, mais je pense qu'une ou deux défenses avant de prendre Murtazaliev, ce serait cool. Philippe? Malcolm, il est quand même extrêmement jeune. Il a 22 ans. Ouais. Ouais, moi, je le foutais pas avec Murtazaliev tout de suite. Hein. Ah, non. Genre, je pense pas qu'ils vont faire ça du tout. Je pense qu'il va avoir une ou deux défenses cette année encore. On sait jamais. Il est quand même jeune. Hein, au moins une, c'est sûr. Effectivement, Josh Kelly, c'est pas mal parce que c'est un nom, malgré tout, qui est quand même bien positionné. Et c'est un combat, comme tu dis, moi, je pense qu'il est clairement à sa portée. Hein, Ouais. qui peut faire. Ennis, c'est plus compliqué quand même. Ouais. C'est un plus gros nom également. Ouais, par contre, j'allais dire, Boots, il va falloir vite le mettre en... Tu vois, C'est ce que j'allais dire. J'allais dire dans le sens où je suis pas sûr que lui, il va y attendre pendant des ans avant d'affronter quelqu'un pour le titre. Et c'est l'opportunité parfaite pour lui. Mais bon, si je te dis, moi, je prendrais Josh Kelly également. Ouais, non, j'aime bien votre idée aussi.
Ah non, mais c'est une caté de malade. Mortazalev, foutez-le-moi contre Boachuk ou Madrimov, là, un bon vieux combat comme on aime là. Mortazaliev contre Ennis, on est des réponses. Des réponses. Mortazalev, Ennis. T'as raison sur tout le monde. T'as raison, en plus, Ennis était champion IBF en 147, donc t'as raison, ça te pense aussi. C'était un autre que j'avais possible. Et je m'amusais à me dire, c'est quoi dans ce grand round robin des 154, c'est quoi le truc final? C'est quoi le level de fin? C'est peut-être Ortiz Ennis. Est-ce que Alors, Crawford, à la fin de la fin. Si Crawford y reste ou sans compter Crawford? Non, Sans compter. Ça aurait été tellement bien quand tu vois tous les noms si Crawford était resté. Je préférais que Crawford reste avec tous ces noms qu'il aille affronter Canelo. En vrai. mais après, en fait, il aurait fait le combat trop et ça. Mais il en aurait pas fait 40 surtout. Il en aurait fait qu'un. En fait, il aurait fait Toujours tous les ans et demi. Hein. T'aurais pas. Et c'est comme la vie. Crawford y restait. C'est une bonne question que tu lances. Si Crawford y restait, il aurait pris qui? Ils sont tous méritants dans le top 5. Il n'y en a pas un qui mérite plus qu'un autre, je pense. Pardon, moi je suis beaucoup moins passionné par Crawford à cette catégorie de poids que vous tous. Je trouvais que Madrimov, tu vois, il avait gagné le combat. Et par rapport au Bud qui existait vraiment à 140, tu vois, c'était pas le même combattant. Tu vois, c'est un mec qui va juste rester. Ouais, donc je suis pas si intéressé que ça par le voir. Il a pris plus dur dès le début aussi. Hein. Madrimov, c'est vraiment dur. Mais à la base, c'est Buck. Pour moi, à la base, c'est genre le pire gangsta, genre le plus gros, tu vois, élite, mais à la fois action fighter qui est vraiment incroyable et qui a une aura particulière. Et quand je le vois combattre à 154, mais genre, moi, ce combat-là, ça me saoule de voir Bud combattre comme ça, quoi. Mais genre, vraiment, ça m'horripile. Du coup, je suis un peu content qu'il soit barré prendre son chèque et qu'il soit plus dans cette division. Non, moi, je pense que le plus fun pour moi, c'est Fundora Mortuzaliev, tu vois. Genre, Ouais, Fundora Mortazalev, c'est cool. Ennis Mortazaliev, moi, je crois. En plus, avec la route IBF, que Ennis, les liens IBF et tout, ça peut le faire quand même. Il y a un petit sens à ça. Et moi, je terminerai juste parce que je sais que beaucoup qui suivent ça de plus loin l'imaginent avoir une chance mondiale bientôt. Bon courage, Bakary Samake, dans une catégorie comme ça. Bon. Il est 4e WBC, 15e WBC. Ouais. Et 15e IBF, il y a que des monstres. Voilà. C'est pas compliqué. Même ceux qu'on ne connaît pas, même les noms que tu vois, le mec, il est 14e IBF, tu l'as vu combattre 2 fois sur une sous-carte, il n'y a que des monstres. Voilà. Le top 15, dans toutes les KT, il est monstrueux chez les welters, c'est un truc de fou. Et les gars, on a 5 minutes pour ça, donc je vais vous donner la parole déjà. Petite news qu'on a vu passer ce matin, c'est officiel, Tony Yoka a signé avec Queensberry Promotion, donc Frank Warren, le promoteur britannique. Il y a une pelletée de poids lourds qui sont signés chez Frank Warren. Si vous ne connaissez pas, allez voir le roster heavyweight sur leur site internet. C'est tous les mecs, les Fury, les Dubois, les Kabayel, les Wardley, et donc Joe Joyce notamment. Revanche de la finale olympique, ça fait quand même sens. On a eu passer la rumeur Joshua contre Yoka. C'est une rumeur qui est lancée par des mecs sérieux, pour le coup. Des mecs, parfois des bonnes infos, surtout en Angleterre. Donc, why not, s'ils veulent le faire. Écoute, champion olympique contre champion olympique, t'as un petit truc à vendre pour relancer. Enfin, je pense que c'est un truc de relance de Joshua. On se le garde pour la semaine prochaine, les gars, parce qu'en timing, je suis serré, parce qu'on a un enregistrement juste après pour tout vous dire. Je pense qu'on a le temps d'en reparler bien la semaine prochaine, si ça vous va, tu vois, de développer. Ça se décompte en plus, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé rapidement. Ouais, voilà, mais pour qu'on se développe un peu tout ça, ce qu'on veut pour Tony, ce qu'on imagine avec cette nouvelle carrière chez Queensberry, où il y a du monde qui peut l'attendre, mais ouais, Joe Joyce, la revanche de la finale, quand même, ça fait sens, la finale olympique de Rio. Et vous avez tous les 3 2 minutes chacun pour me rendre un hommage, parce qu'il est disparu, décédé donc cette semaine à 72 ans, à monsieur Dwight Muhammad Kawai, champion du monde dans 2 catégories, connu aussi pour une guerre de malade mentale avec Holyfield en cruiser, mais qui a fait une grosse partie de sa carrière pour le coup en 175. C'est là où il a le plus brillé. A connu Dwight Braxton au départ, puis il a changé de nom au cours de sa carrière, qui a connu la boxe en prison, qui s'est vraiment développé sur ça en prison avant de faire une carrière. Légendaire combattant, les gars. Je vous laisse juste le micro pendant 2 minutes chacun. Dylan. Je vais même pas faire 2 minutes. Juste pour les gens qui le connaissent pas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas, le combat est dispo sur YouTube, Pandemonium, Holyfield 1, le premier. Voilà. J'en dirai pas beaucoup plus parce que après il y a effectivement son run en 175 où il y a son premier combat pour le titre aussi qui est légendaire. Mais vraiment, Pandemonium, juste allez-y, vous tapez Kawi contre Holyfield 1 et let's go, quoi. Mais faites-vous plaisir, 54 minutes la vidéo. On se met dans le canapé, c'est à l'ancienne, c'est en 4 tiers et puis que du kiff. Ouais, pour parler un peu de ce qui était en dehors du ring, c'était notamment son passage en prison. Moi, je suis obligé, en plus, parce qu'on est avec Pipa, faire un big up à Shitanojo, un manga où justement tu as un boxeur qui découvre la boxe en prison en se faisant casser la figure là-bas et qui devient champion. Et c'est ouf d'avoir un aussi beau parcours. Au-delà de ça, c'est un style et c'est vraiment un brawler. C'est la bagarre. Et ça reste quand même un très bel esthète.
C'est une légende qu'on n'oubliera pas et qu'on espère qui sera perdurée avec tous les combats. Et comme tu le dis, c'est bien qu'on ait tous les combats sur YouTube. Et il a un très très beau parcours qu'il faut suivre. Ouais. C'est super intéressant, je vous recommande aussi. Bah, ça, c'est le genre de boxeur que tous les gens qui kiffent la boxe adorent. Mmh. Le genre de boxeur que si, avec le changement d'Aliact, disparaîtrait, tu vois? Parce qu'il a pas gagné tous ses combats, tu vois? Il a perdu quelques combats contre d'autres mecs super forts, hein. Il a affronté des mecs méga forts dans plein de divisions de poids différents. Moi, le souvenir que j'ai eu quand j'ai entendu la nouvelle, c'est son premier combat contre Mathieu Saad Mohamed. Genre, Mais voilà. le premier combat, c'est une dinguerie. Moi, j'adore, Mathieu Saad, je l'adore déjà de base. C'est un bête de combattant, action fighter, Mmh. magnifique. Comme quoi on peut être lourd, technique, mais divertissant. Mmh. Parce que les mecs, ils ont une volonté de se battre, mais avec une technique incroyable et un cardio, fou. Et puis du sacrifice de Mad où moi j'adore ce mec. Il a eu quand même pas mal de grosses victoires et effectivement, les combats contre, Holyfield incroyables également. Mais je retiens surtout ce double affrontement contre, Mathieu Sadmomad qui est un peu, Ouais. sorte d'équivalent d'action fighter, mais champion, tu vois, d'un haut niveau. Et donc voilà, très, très triste d'apprendre son décès, ouais. Ouais, et champion, on rappelle la WBC et The Ring, donc c'est pour le coup chez les mi-lourds, champion de WBA, ensuite en cruiser. Carrière légendaire, Hall of Famer, bien sûr, depuis de nombreuses années, il était Hall of Fame de la boxe. 2004, je crois. Et c'était bien mérité, cette histoire, ce passage en prison, Kabir, tu le rappelais, où il a côtoyé James Scott, qui était aussi un grand boxeur. Notamment, il s'entraînait dans le gym de beaucoup de Joe Frazier. Ça va te parler aussi, Kabir, hein, du côté de Philadelphie. Donc, voilà, c'est une légende qui est partie, une légende de la boxe. Et si vous aimez la boxe, et je sais que si vous êtes avec nous depuis quasi 1 heure et demie, c'est que vous aimez la boxe, les gars. Donc, vous pouvez être voilà, touché par cette disparition et on lui rend un vibrant hommage dans Jab & Hook. Merci, les gars. C'était un plaisir de vous avoir comme d'habitude. Je pense qu'on le refera de temps en temps quand même, ce quatuor là. Ça régale. Il me plaît bien, hein. Notamment, vous en parliez, mais moi, vous savez que je suis moins, parce que pour le coup, c'est vraiment pas un truc que j'aime dans la vie, mais un épisode manga et les mangas de la boxe, Dylan m'en a parlé, et je pense que avec Philippe, avec Kabir, moi, je passerai les plats, je vous écouterai, j'aurai mon grand sourire, je sortirai les popcorn, et je me régalerai, mais je crois qu'on va le faire un de ces quatre, assez vite, parce que ça peut mériter. Merci Dylan, merci Kabir, Merci à merci Philippe. On vous embrasse Merci à tous. vous. N'hésitez pas à commenter Ciao, sur tout ce qu'on a dit, sur toute cette actualité dans les commentaires. On vous répondra. Et continuez à nous proposer aussi d'autres idées si vous voulez des thèmes, des choses. On est là pour vous dans Jab & Hook sur Jab Life. Salut les gars et à très vite dans Jab & Hook sur Jab Life. Ciao, ciao.